Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de luxe. Cette semaine, découvrez la rencontre autour du film Grand Paris. Mais gros, moi j'ai déjà vu ce genre d'artefact, comme dans le sarcophage à Toutankhamon. Tu penses qu'on peut gratter un billet avec ou pas? C'est archi possible, gros. On est archéologues amateurs, on va au Louvre là. Ah ouais? Et ça se passe bien? Bof, parce qu'en fait il y a plus de temps pour Paris, donc... Le 17 mars 2023, nous avons reçu le réalisateur Martin Jova et l'acteur Sébastien Chassagne pour la présentation du film Grand Paris. Je vous laisse découvrir pendant l'heure qui va suivre une partie de cette rencontre. On va s'orienter et commencer à discuter avec Martin et Sébastien parce que moi, quand j'ai découvert ce film, je me suis demandé d'où venait cet auteur, à quel point il était attaché à ce Grand Paris dont il parle, et puis aussi Martin. Qu'est-ce que c'est que ce Grand Paris, en fait, finalement? Parce que nous, on est en région, on est en province. Hein. Quand les Parisiens parlent de province, on a tendance à leur dire, ben non, parlons de région, mais voilà, bon. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce Grand Paris dont vous parlez dans votre film? Bah alors ouais, je viens d'une ville qui est bien placée, je pense, en Seine-et-Marne, parce que c'est à la frontière du 93, donc qui est réputé comme le département le plus craignos de France, et puis la Seine-et-Marne qui est un peu la ruralité du bassin parisien. Alors, c'est une sorte d'entre-deux. Moi, j'habite dans un quartier pavillonnaire, mais à côté il y a des cités, puis à côté il y a des champs. Donc j'ai l'impression que j'étais à mi-chemin entre plein d'univers différents, et en fait, souvent, dans le 77, vu que c'est très grand comme département, les gens, ils ont le permis. Mais moi, j'ai pas le permis. Voilà. Je peux pas passer le permis. Donc, j'ai été très tôt dépendant des transports en commun. Et je pense que ça m'a fait perdre énormément de temps sur le coup, quoi. Mais avec le recul, je me dis que ça m'a donné un autre rapport au déplacement, à la mobilité, et puis à la temporalité. C'est-à-dire, j'ai pris l'habitude assez jeune de vraiment galérer à aller à n'importe quel endroit. Et quand j'ai eu le bac, j'ai poursuivi mes études à Paris. Et j'ai commencé à me faire du 3 heures de transport de RER par jour, quoi. Et donc, c'est du vécu, là, c'est carrément vu les deux vécu, personnages. Ouais. Oui, je l'ai vécu des millions de fois. Et puis, aussi, cette espèce de spleen de la banlieue déserte que tu traverses en octilien avec les gens qui rentrent du boulot et toi, tu rentres de rien, mais tu rentres super tard quand même. Ça, c'est du vécu. Et j'avais envie de prendre cet immense territoire de l'Île-de-France. C'est même le nom du Grand Paris, je trouve que c'est tellement grandiloquent, tellement on dirait presque un titre de film de science-fiction. Enfin, c'est l'impression que j'avais. C'est aussi un titre de livre à l'origine, non? C'est un titre de livre que j'ai lu d'ailleurs, et en fait, on a même rencontré Aurélien Bélanger. Vous savez, c'est un roman, Le Grand Paris. C'est un roman que j'aime bien, moi d'ailleurs, d'Aurélien Bélanger. Et c'est vrai qu'on était à un festival à Nantes et on l'a croisé. Et il se trouve qu'il aime plutôt bien le film, et moi j'aime plutôt bien son roman. Et il a écrit un article pour le dossier de presse qui est super d'ailleurs. Je sais pas si tu l'as lu, non? Honnêtement, oui. Ah, c'est vrai? Et t'aimes bien ou pas? Oui, j'aime beaucoup ce qu'il en dit, oui, je trouve ça. Mais j'ai trouvé son texte, quand je l'ai lu, j'ai fait, allez, célébrer tout. Je l'ai relu à ma copine, ça, ouais. Parce que j'ai une copine. et ouais, donc, c'est aussi une chanson de rap, c'est aussi un morceau, un projet même, de un peu réunir tous les rappeurs d'Île-de-France. J'aime bien cette idée d'exhaustivité presque, enfin, c'est un idéal inaccessible, mais j'avais envie de montrer vraiment une grande diversité, une grande variété de paysages, d'ambiances, de registres et de genres de cinéma. Il y avait cette volonté-là que ce soit très mixé, quoi, comme film, mais à tous les niveaux. Et donc, ces lieux qu'on découvre, qu'on rencontre, c'est des lieux bon allez, on va se tutoyer, que tu connaissais bien et que voilà, que justement dans tes parcours que tu avais fléché, que tu avais Bah ouais, il y en a pas mal que je connaissais. En fait, un autre truc, c'est que vu que j'étais vraiment pas très riche, souvent j'allais sur Le Bon Coin pour faire des bonnes affaires. Et en fait, Le Bon Coin, j'avais toujours des rendez-vous pas possibles, genre à la gare de Cergy Préfecture pour acheter un jeu de GameCube ou des trucs comme ça. Et ça je faisais dès que même à 16-17 ans, je faisais déjà les repérages du film sans le savoir. Parce que je voyageais beaucoup pour essayer d'acheter des trucs moins chers via Le Bon Coin. Parce que tu sais, maintenant c'est plus Vinted et c'est des envois avec des assurances. Mais Le Bon Coin, c'est vraiment tu contactes le mec et il te donne rendez-vous et t'y vas, quoi. Vu que j'avais une carte Navigo, je me déplaçais énormément parce que je faisais pas grand chose aussi. Ça c'est. Et donc tous les lieux qu'on découvre dans le film sont des lieux qui existent. Ah ouais. Et qui sont vraiment parfois énigmatiques. Et je sais pas, Sébastien, si toi vous les connaissiez.
On peut se tutoyer aussi, hein, ouais, on va se parce que tutoyer, c'est étrange oui. Non, alors il se trouve que moi aussi je viens de cette même zone un peu périurbaine, parce que ce que j'aime bien dans le Grand Paris, c'est que moi je viens d'Île-de-France, et c'est amusant comme quand on arrive à Paris pour le travail ou pour les études, on se rend compte à quel point Paris nous rejette en tant que Parisiens, alors que l'intégralité de la France hexagonale et probablement les dom-toms vous associe à Paris. Alors qu'en termes de vécu, on n'est pas du tout à Paris. D'ailleurs, on voit bien dans ce film qui s'appelle Grand Paris, qui a une scène à Paris, je crois, c'est celle à Châtelet-Les Halles, donc il y a un endroit de connexion, mais l'expérience de vécu de sa propre géographie, de son propre bassin de vie, en vérité, elle n'est pas parisienne du tout. C'est-à-dire qu'on sait que Paris existe, on sait que c'est un endroit où on va aller potentiellement pour travailler ou pour faire des choses comme ça, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et de fait, moi, j'ai grandi en Essonne, donc de l'autre côté de l'Île-de-France. Je suis aussi un enfant du STIF. Comme Martin, le STIF, c'est le réseau des transports en commun d'Île-de-France. Et il y en avait quelques-uns que je connaissais déjà. Et surtout, la folie de Martin, c'est quand même d'avoir un budget ridicule et de se dire, tiens, on va quand même aller dans chaque décor. C'est-à-dire qu'il y avait une cinquantaine de décors, il y a une cinquantaine de décors dans le film. Et parfois, il y a jusqu'à 4 ou 5, 6 décors par jour. Ce qui est une folie en termes de, oui, sur le tournage, par jour de tournage. C'est complètement fou quand on a un si petit budget. C'est-à-dire qu'on déplaçait l'équipe à chaque fois pour aller là où Martin avait fait ses repérages, des choses comme ça. Mais oui, il y a certains lieux que je reconnaissais, puis aussi certains lieux qui sont familiers. Quand même, la Seine-et-Marne a des points communs avec l'Essonne, sauf dans leurs extrémités où ils vont taper. Les Yvelines, on parlait des Yvelines tout à l'heure, va taper un petit peu du côté de la Normandie, du Vexin, sur des paysages un peu différents. Mais ceux qui sont autour de là, oui, je les connaissais déjà. Je connaissais pas, par contre, les carrières, la grotte. Ça, je connaissais pas. Et ça, t'as découvert pour le tournage, ça. Ça, j'ai découvert pour le tournage, et c'était un vrai bonheur. C'était un jour de tournage, 2 jours de tournage. Non, un jour. Je me souviens plus. On est arrivé le matin, il faisait nuit, on est reparti, et le soir il faisait nuit. Enfin, on a passé la journée dans les carrières, quoi. Ouais, on a beaucoup tourné. C'est le moment un peu où on avait plus d'improvisation, un peu plus de liberté, quoi. Et sinon, pour répondre à ta question, par rapport au... C'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits que je connaissais déjà en Île-de-France, et en même temps, quand je me suis mis à écrire, et à partir du moment où j'ai décidé de déclencher comme ça un peu du film d'aventure, je me suis mis aussi en quête de nouveaux endroits, et je me suis rendu compte que aussi nombreuses soient les galères que j'avais traversées dans ma vie d'utilisateur de carte Navigo, il y avait encore plein d'endroits que je connaissais pas, et donc il y avait un vrai plaisir, parce que le film, moi j'étais pas du tout sûr qu'il se fasse comme ça, ou que ce soit un long métrage, encore moins qu'il sorte en salle, ça c'est sûr, c'est un miracle qui est arrivé là il y a quelques mois, assez récemment, mais à la base juste je me disais bon, j'ai envie de faire cette espèce de film de banlieue ultime, je me disais qu'il montre vraiment une exhaustivité qui montre comme je l'avais jamais vu moi en tout cas au cinéma. J'avais vraiment cette idée-là de faire mon Indiana Jones d'Île-de-France, et c'est vrai que à ce moment-là, avec mes potes et avec des gens qui allaient travailler sur le film et qui avaient déjà travaillé sur mes courts-métrages précédents, toujours dans une forme un peu bénévole, à moitié autoproduction, à moitié en voie de professionnalisation, on s'est mis nous-mêmes dans la peau d'aventurier, quoi. Donc je connaissais pas par exemple le décor où ils trouvent l'artefact avec les ponts et les points rouges, je connaissais pas les carrières, je connaissais pas la tour de Cergy-Pontoise, la pyramide de Cergy-Pontoise, j'en avais même pas connaissance, je savais pas absolument incroyable quand même. Mais ouais, c'est incroyable, quoi. Et j'avais déjà écrit tout ce délire sur les pyramides quand on m'a dit mais il y a une pyramide à Cergy. Quand j'y suis allé, je me suis dit waouh. La seule que je connaissais, c'était la tour de Romainville, parce que elle est vraiment au bord du RER que je prends de chez moi, Chelles, à Gare du Nord. Et je la voyais au loin. Et pendant des années, je la voyais sans savoir à quoi elle servait. Et un jour, je savais même pas comment elle s'appelait, donc je savais pas comment y aller, quoi. Donc un jour, je suis descendu à Noisy-le-Sec et j'ai marché, je suis arrivé en bas de la tour. J'ai vu que c'était une entrée militaire, un fort. Je dis mais il faut faire un film là-dessus, quoi. Alors la fameuse tour, c'est celle sur laquelle il y avait des antennes à une époque et qui maintenant. Non, c'est toujours ça. C'est la tour TDF des télécommunications. Oui, d'accord, pardon. Ouais. Mais l'endroit qui envoie maintenant les horaires de la SNCF, ouais. C'est ça, oui. Enfin, je crois. Oui, je crois. C'est assez mystérieux aussi. Encore. C'est des lieux totalement énigmatiques et qui ne pouvait qu'engendrer un sujet un peu énigmatique. Tu parles d'aventuriers. Alors ils ont un petit côté les deux personnages qui sont les héros du film sont très picaresques aussi d'une certaine manière, un peu
à la Don Quichotte, mais en même temps, eux, effectivement, ce qu'ils utilisent comme moyen de transport, c'est uniquement les moyens de transport urbains et collectifs, en fait. Ouais, j'aimais bien ce choc des cultures entre des références. Donc ouais, c'est vrai, le roman picaresque, le film d'aventure, le film de science-fiction un peu, et puis quelque chose de hyper banal, genre les horaires de la RATP. J'aimais bien cette tension-là entre des extrêmes qui ont a priori rien à foutre ensemble. Et plein de parties du film sont basées sur le décalage et sur une tension entre des choses qui sont normalement opposées. Et moi, c'est ça que j'aime bien et que je trouve. J'avais peur en le montant, notamment le film, que parfois on ait du mal à trouver une structure cohérente ou un fil et je trouve qu'on s'en est bien tiré. Voilà. Mais parce que c'est vrai que quand tu fais quelque chose où tu fais un cocktail avec des éléments très 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 hétérogènes, bah le risque c'est que ce soit foutraque et que ça marche pas. Mais après on avait plusieurs outils qui nous ont permis d'assurer la cohérence globale du truc, notamment la couleur. On a vraiment une charte graphique très précise, un univers visuel qui est très contrôlé, notamment au niveau du coup en termes de couleur, mais aussi la musique. Et oui, la musique. là, ouais, voilà. Et la musique, moi, j'en avais pas conscience parce que je me forme en faisant le film aussi. C'est mon premier long métrage. J'ai fait quelques courts métrages, mais j'ai pas de formation technicien. Et la musique, je l'avais un peu sous-estimée, j'avoue. Je me suis rendu compte au montage à quel point ça permettait. Enfin, c'est pas juste un outil, c'est quelque chose. Si tu le réfléchis pas ou le travailles pas, c'est compliqué. Enfin, de mon expérience, c'est compliqué d'aller au bout du montage d'un long métrage, quoi. Oui, non, mais la musique est particulièrement intéressante parce alors il y a notamment beaucoup de flûtes de Pan. Ouais. Et on s'éloigne un peu des clichés qu'on a de la banlieue. Et de manière générale, hein, sur le film, on est très loin des clichés. On est loin de la haine. On est loin de ce que nous, enfin, de manière générale, on peut penser de la banlieue. Ouais. On est sur quelque chose de très léger et la musique joue un rôle effectivement très important. Il y a pas ce qu'on pourrait coller à la banlieue, le rap, sauf à un moment qui est quand même aussi là très réjouissant, c'est ce rap, ce flow là. Ah, Madame Marguerite. Ah ouais, c'est aussi très très beau, magnifique c'est une proposition qu'elle nous a faite. Elle a dit ouais, j'ai fait un petit freestyle là, si vous voulez, je le tente. On a fait une prise. Elle était pas trop sûre d'elle. Moi, je trouve elle m'a bluffé, quoi. Enfin, quand j'ai vu ça, j'ai été, ouais. Et, effectivement, pour la musique, en général, nos références, alors on a essayé plein de choses différentes, parce qu'on a mis longtemps à monter le film, on a mis, enfin, ça vous paraître énorme, mais on a mis plus d'1 an à le monter avec des pauses, hein. On montait pas tous les jours pendant 1 an, heureusement, sinon on serait devenu fou. Enfin, on est devenu un peu fou d'ailleurs, mais c'était très, 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 très long. Le tournage est super court, mais le montage, parce que aussi il y a le Covid et il y a plein de choses, parfois extra, professionnelles qui se passent, mais, la musique, nos 2 références principales, c'était Sakamoto, le pianiste japonais, et Vladimir Cosma. Donc c'est des choses, c'est vrai que un film de banlieue comme La Haine, c'est pas les références de musique qu'ils utilisent, ça c'est sûr. Et encore une fois, c'est un décalage, c'est des choses que tout oppose a priori et qu'on avait à cœur nous de réconcilier dans un univers original, quoi. Hein? Est-ce que vous voulez intervenir dans la salle? N'hésitez pas. Hein. Benjamin aussi, non? Tu voulais pas poser des trucs? Je vais rebondir d'ailleurs sur le côté très hétéroclite du film. Il y a quand même une ligne directrice qui est la comédie en soi, et c'est un peu l'apparence en soi, puis ensuite ça séduit petit à petit vers la mélancolie et par la suite. Et ce qui permet aussi cette mélancolie du film, parce qu'il y a aussi beaucoup d'émotions, hein. On est vraiment sur un film qui au début est très drôle, après qui va vers justement la poésie, la mélancolie, un peu la perte de soi, et puis on sent vraiment le côté road movie parce qu'il y a la quête initiatique de se chercher, savoir où on est, quelle est sa place un petit peu. Et en fait, il y a tout le temps ces personnages qui sont, c'est pas un défaut, attention, je le dis pas en mode je sens mal méchant. Non, en vrai, moi j'adore, c'est le côté des grands enfants. Parce qu'en soi, ton personnage, en plus, Renard, c'est totalement ça. C'est quelqu'un qui reçoit très vite les émotions. Il y a plein de rendez-vous manqués. D'ailleurs, avec une fille, je me rappelle plus que tu essayes de
daté, mais Il y en très a vite. plusieurs. Hein. Ouais, mais enfin bref, il y a plein de passages comme ça, plein de rendez-vous manqués. Mais et en soi, moi je voulais revenir un petit peu sur le côté comique. Est-ce que cette part de grands enfants, ça permet une grande liberté ou au contraire, c'est très cadré justement, c'est un peu difficile d'utiliser ces personnages-là? Non, c'est un fil conducteur, comme tu le dis, c'est une boussole qui nous aide à traverser les événements. Une fois que tu as caractérisé des personnages de façon aussi franche, alors l'idée c'est toujours de trouver le juste milieu entre le cliché, entre le personnage qui peut sembler un peu tu sais, unilatéral, enfin monolithique, genre qui a une seule façon de réagir. C'est ça qui me faisait un peu peur. Mais une fois que tu as réussi à trouver cet équilibre-là, non, les personnages, ils te guident dans le scénario. Quand même, le principe de base de comment j'ai écrit le scénario, parce que c'est vrai qu'il y a une grande liberté. Moi, je me permettais tout. Aussi parce que j'avais pas de formation, justement, de scénariste. Que j'avais pas vraiment de repères ou de formules mathématiques à appliquer. Et non, l'idée vraiment, c'était si deux bras cassés tombent sur la découverte archéologique du siècle, qu'est-ce qui se passerait? Et donc, vraiment, le fait que ce soit des bras cassés et donc leur personnalité, c'était un moteur pour moi, quoi, à l'écriture. Et non, c'était jamais une contrainte. Ça me permettait de me sortir de toutes les situations compliquées, même. Enfin, tu vois, quand t'es dans là, je parle cash, quoi, pour résoudre parce que parfois, quand t'écris un scénario, il y a des moments où tu te retrouves bloqué par ta propre histoire, quoi. Et quand ils sont dans les carrières, tu termines la scène avec une blague, je suis claustrophobe, je suis homophobe, au lieu de dire je suis claustrophobe. Tu termines la scène comme ça. Alors que c'est hyper compliqué, en vrai, de terminer cette scène. Parce qu'on sait pas vraiment à la fin. Ils ont trouvé le truc, ou pas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce qui se passe, machin? Et c'est une pirouette comme ça qui te permet ça. Et en même temps, ça marche complètement pour moi. C'est pas une solution de facilité. C'est tellement ancré dans, ce qui compte le plus, c'est la psychologie des personnages et comment ils ressentent les événements qui les entourent. Donc, non, jamais de la vie, c'est une contrainte. Voilà. Ok. Mais, effectivement, comme tu le dis, Benjamin, je trouve que, ce côté burlesque qu'a le film, il rejoint un peu, ce qu'on peut imaginer du burlesque. C'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'humour. Et en même temps, il y a cette part d'émotion qu'ont les personnages, de mélancolie. On a ça chez Keaton, on a ça chez Chaplin. Non, sérieusement, toute proportion gardée, mais il y a ce côté du burlesque. Et moi, ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est donc évidemment Leslie Renard. D'ailleurs, il faudrait que tu nous dises comment tu t'es retrouvé là, parce qu'en fait, à l'origine, t'étais pas nécessairement toi devant la caméra, Ouais, non. mais c'est aussi la relation que vous avez, ces deux personnages-là, avec les deux autres qui sont un peu plus grands, donc qui interprètent Sébastien et puis William. C'est les tontons. Oui, les tontons ou les grands frères, qui sont aussi finalement cassés, Ouais. sur lesquels ils se reposent, mais en fait, voilà, ça crée un quartet qui est assez détonnant, quoi. Ouais, j'aime trop cette idée que ce soit comme c'est des mecs aussi du même endroit à peu près, qui ont un peu moins de 10 ans de plus, quelques années de plus, qui sont un peu plus matures, mais en fait, tu te rends compte qu'ils sont autant en galère qu'eux, même si ils ont plein d'atouts qui font genre adultes, genre j'ai un taf, j'ai une voiture, j'ai des machins, mais en fait, ils sont aussi du père qu'eux. Et j'aimais trop cette dualité, quoi, cette espèce de réflexion en miroir, de quartet, comme t'as dit, là, de duo face à Quartet, j'ai dit. Quartet. Comme Ouais, je connais, qui sont 4. Ouais. Et après aussi, il y a un truc, c'est Sébastien, je le connais depuis 5 ans, depuis que Marius il est né en fait. Et donc ça fait 6 ans en fait. 6 ans. Ah ouais, 6 ans. Ah bah ouais, carrément. Oh, Alors Marius, c'est le petit être qui gigote beaucoup dans... Ouais. Et il a un rapport visionnage Grand Paris année qui est imbattable. Il a vu Grand Paris tous les 3 ans. Non. À 6 ans, il l'a vu 2 fois. Oui, c'est ça. C'est incroyable. C'est une stat, voilà. Pour aller au ciné. Voilà. Et, Sébastien, on se connaissait depuis longtemps. À la base, j'écrivais pas le rôle de Momo pour lui. Même, c'est plus, je l'avais sollicité pour avoir le contract de Ramsey. De Ramsey, des trucs absurdes comme ça. Et puis, en fait, on parlait beaucoup ensemble et le film, à la base, à l'origine, je l'avais écrit plutôt comme un court-métrage. Et vu que c'était la première fois que je faisais un film produit, ça a mis beaucoup plus de temps que d'habitude. Quand je tourne en autoproduction, j'écris, je tourne. Enfin, quoique Moseb, on a mis un peu de temps aussi, mais enfin bon, il y avait un truc vraiment, et j'étais tellement obsédé par cette histoire que j'écrivais. Puis à un moment, je me rends compte que le film fait 100 pages, c'est plus du tout un court-métrage. Et j'en parle avec Sébastien, parce qu'on avait gardé contact depuis notre premier court-métrage, enfin, mon premier court-métrage. Et c'est vrai qu'en fait, c'est là où on s'est rendu compte, on avait tellement de références en commun. On a beaucoup parlé, la base secrète de l'humour qu'il évoque dans le film. En fait, Sébastien, il a grandi à côté. C'est lui qui en a parlé. Toutes les références à X-Files, moi, je connaissais pas si bien que ça. Donc, il m'a donné plein de trucs à voir, plein de trucs. Et en parlant avec lui, j'ai eu ce fil vraiment de pure science-fiction, de film de genre, un peu même complotiste.
Et bah du coup c'était assez naturel finalement que tu te retrouves à l'incarner. Et après moi je te connaissais dans d'autres registres et il m'a bluffé dans ce rôle-là parce que je l'attendais pas vraiment dans ce registre-là quoi. Et je trouve que souvent quand on me parle du film on retient ce personnage finalement quoi. Il est vraiment haut en couleur quoi. Et pourquoi je parle de quoi, c'est quoi Je sais pas. Bon, j'étais parti sur un truc sur les acteurs entre les deux. Ah oui, les acteurs, ouais. Les deux qui sont. Ouais, c'est deux duos. Toi et puis, moi, j'aime bien les duos, globalement. Et les deux grands oncles ou frères ou je sais pas quoi. Les tontins. Un peu. Ouais, c'est parce que si dans la vraie vie, enfin, je sais pas, il y a un peu. Qui sont aussi, d'une certaine manière, les acteurs un peu plus avancés. Ouais, c'est vrai. Quoi. Ouais, c'est vrai parce qu'ils sont plus connus que nous. Bah voilà. Surtout que moi, parce que Mamadou, il a fait des rôles un peu connus. Moi, bah, c'est mon premier rôle. Parce que Mamadou, qui joue Leslie, là, il a joué dans La vie scolaire, qui est un film qui a beaucoup marché. Et moi, non, j'ai pas joué dans La vie scolaire. Et c'est vrai que nous deux, on est un peu moins identifiés, alors que Sébastien et William, bah, ils ont fait des trucs, des rôles avec des bêtes de réalisateurs, des séries, des trucs qu'on a vus. Et il y a cette démarche-là aussi, peut-être pas pour faire son petit malin, mais l'idée d'avoir deux inconnus en personnages principaux et des acteurs beaucoup plus identifiés dans des rôles secondaires, c'est pas trop le mot parce qu'ils sont tellement importants, mais dans des rôles pas dans le duo de base quoi. L'idée de renverser un peu la hiérarchie aussi. Moi, ça m'allait bien cette démarche-là quoi. Non, puis ça revient un peu à cette idée que effectivement, et on peut poser la question à Sébastien, mais ils sont là aussi pour épauler un petit jeune qui démarre. Et, mais c'est carrément non mais et c'est une question qu'on peut effectivement poser à Sébastien ce qui est très drôle, c'est qu'ils sont là pour épauler un petit jeune qui démarre, mais en même temps on voit bien qu'ils ont strictement rien à dire. Enfin rien à dire de plus, rien à apprendre, si ce n'est à épancher leurs petites obsessions, leurs petits monologues. C'est qu'au final ils sont peut-être là pour aider, mais ils font que monologuer. Ils sont pas là du tout pour dialoguer avec. C'est ça qui est déconcertant. C'est un peu méta. En tant qu'acteur, Sébastien. On vous a quand même vu récemment. T'as quand même vu il y a pas très longtemps dans Coupé, mais on te voit beaucoup aussi en série. Là, dans Les Petites Victoires, allez voir Les Petites Victoires, qui est assez réjouissant aussi. Vous le verrez pas ici, mais vous pouvez aller le voir au Pâté Rive de l'Orne, par exemple. Mais voilà, enfin. Il y a quand même une manière de soutenir la création que je trouve assez chouette, quoi. C'est pas soutenir la création comme si c'était quelque chose que je décidais de faire. C'est juste que l'écriture de Martin me plaît beaucoup. Enfin, Martin, j'ai découvert, c'était dans mes spams Facebook. Enfin, à la base, c'était une proposition C'était un courrier indésirable. C'était un courrier indésirable et je vais jamais voir les propositions de courts-métrages de gens que je connais pas, etc. Et puis là, j'ai vu d'abord, pour dire la vérité, c'est d'abord j'ai vu qu'il y avait Benoît Forgeard dedans, dans le premier court-métrage de Martin, donc qui est un réalisateur que j'aimais bien, que je connaissais déjà, et puis j'ai vu qu'il y avait une copine dedans. Juste Benoît Forgeard, c'est ici vous avez vu Gaz de France par exemple, ou Yves, qui est aussi une proposition assez étonnante c'est des comédies avec William aussi. En fait moi j'ai rencontré William, donc le comédien qui joue le vendeur de poulet. J'ai rencontré sur le tournage du deuxième film de Benoît Forgeard. Tu faisais le making of. Ouais, j'étais stagiaire dessus. Et moi je faisais de l'arme bateau dessus. Et le fait est que après je me suis intéressé à la pièce jointe de ce spam et j'ai vu un truc qui était avec une ambition folle, avec aucun budget. Je me suis dit tiens, il y a pour une fois que je vais trouver un interlocuteur qui a l'air d'aimer, c'était très Twin Peaks, très David Lynch comme idée, qui a l'air d'aimer David Lynch autant que moi. Je me suis dit tiens, je vais aller rencontrer quelqu'un qui va enfin me parler de cinéma avant de me parler de, je sais pas, de sujet, de faire quelque chose sur quelque chose. Ce que j'aime bien avec Martin, c'est qu'on dirait que c'est des films sur quelque chose, mais en vrai c'est beaucoup plus poétique et beaucoup plus étiré que ça. C'est des vrais moments. Et ce que j'aime avec Martin, c'est qu'on parle de cinéma. C'est pas tant soutenir la création que soutenir quelqu'un qui a envie de faire des films qu'on n'a pas vu avant ou qui en a vu beaucoup et qui a envie d'en faire des nouveaux et pas autre chose. Cette démarche-là plutôt qui me séduit beaucoup. Puis ce qui est super séduisant pour aller dans ton sens, dans la proposition de Martin, c'est que effectivement il a des références cinématographiques, mais qu'on sent qu'il n'est pas écrasé par ça, non, ça les dépasse. Qu'il crée son propre univers en fait. Oui, complètement. Et c'est ça qui est passionnant quand même chez un jeune auteur.
qui démarre, quoi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer, qui est assez. Oui, réjouissant. il y a pas le côté pendant très longtemps dans les écoles de cinéma. C'était il y a longtemps là. Je sais pas quel est le nouvel exemple, mais c'est peut-être Damien Chazelle, je sais pas. Mais à un moment donné, quand Tarantino est arrivé dans les années 90, toutes les écoles de cinéma, en sortant de films d'études, faisaient des trucs à la Tarantino, etc. Martin, indépendamment du fait qu'il n'ait pas eu ce type de formation, n'est pas du tout dans ce travers-là de refaire un réalisateur ou une réalisatrice qu'il aimerait énormément. Il fait ses films et c'est ça qui est galvanisant à suivre. Est-ce que vous voulez quand même un peu intervenir dans la salle là? Faire un costard pour l'hiver. Ah oui, on y va. Allez. J'avais déjà j'ai plein de trucs à dire. Je voulais commencer par vous remercier parce que tous les films j'ai la flemme en ce moment des films de plus de 2 heures. Avatar 3 heures, Fablemans. En vrai, ils sont trop bien, Fablemans et Avatar. Ah, Fablemans, je suis d'accord. Un peu moins exceptionnel. sur Avatar. Okay. Cela dit, je dis pas un petit Lave Dias ou Bellatar de 6 heures, je suis pas contre. Et justement, ça se ressent ce côté vitesse et dynamique. Je pense notamment au début quand Mamadou Sangaré reçoit un appel, le dialogue, on sent que le dialogue est coupé, il va voir son pote, une seule phrase d'un plus long dialogue est nécessaire pour passer à la scène suivante, et je retrouve là du film d'action Choyard hongkongais, sur quoi je voulais rebondir, ouais, et j'aime aussi beaucoup ce côté débrouille, et notamment vous parliez de la musique dans la carrière pour donner l'aspect surnaturel, fantastique. On se débrouille, on n'a pas de budget, on met une musique carpenterienne et ça fonctionne. Et ouais, ma dernière question, c'est j'avais vu Le sang de la veine que je voulais revoir, et j'ai appris aussi que vous tourniez donc avec Benoît Forjard. J'aime beaucoup son film Yves, et je voulais savoir comment revoir Sang de la veine et découvrir le film avec Benoît Forjard. Alors, ils vont être bientôt à l'occasion de la sortie. Ah bah déjà merci hein. Et ils vont être sur le site de MK2 Curiosity. À l'occasion de la sortie du film, hein, c'est vrai, hein? Non? Si, c'est vrai. Pourquoi vous faites cette... Oui? Toi, Roman? Oui, la réponse est oui. La réponse est oui. Donc, non, je dis oui. Ah, oui. oui, c'est autre chose. Non, la réponse est donc sur le site de MK de Curiosity. Il va y avoir les 3 courts-métrages que j'ai fait. Donc, Les Vacances à Chelles, Moseb, le film avec Benoît Forjard et Sébastien, et d'autres. Et Le sang de la veine. Donc ça, c'est bientôt, c'est à partir du 28 mars, je crois. Ça arrive vite, hein. Et mais sinon, en fait, Le sang de la veine, il est piraté, il est sur Dailymotion. Quelqu'un l'a mis sur Dailymotion. Mais bon, j'ai pas de enfin, je viens de le faire, mais je devrais pas te conseiller de le regarder là-dessus. Mais si t'as envie de le voir, en vrai, ça me ferait plaisir. Et il va être sur OCS aussi. Ça fera plaisir aussi de Dailymotion aussi. Ouais, parce que comme ça, on saura que ça existe encore. Parce que moi, je savais pas que ça existait encore, hein, quand j'ai vu qu'il était sur Dailymotion. C'est français, Dailymotion. Et OCS aussi va le diffuser à partir d'avril, Le sang de la veine. Ouais, il était sur Arte à la base, c'était trop bien ça à l'époque. Tu pouvais dire regarde sur Arte, vu que c'est gratuit et c'est super facile d'accès. Mais là c'est un peu plus compliqué. Mais donc ouais, MK2 Curiosity. Je sais pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est. Rebonjour Martin. Salut. Bon, je me permets de te tutoyer parce qu'on s'est déjà vu plusieurs fois. À la deuxième fois, je revois le film en fait, et ce qui me traverse, c'est que tu montres vraiment la banlieue telle que je l'ai connue aussi. À Pavillon-sous-Bois, c'est ça? Oui, Pavillon-sous-Bois. Donc bon, c'est à peu près la même ambiance que Chelles ou. Ouais. Et c'est presque un éloge de la banlieue, à tel point que Paris paraît presque inaccessible, comme une citadelle un peu. Ouais. Et je me rappelle d'une scène où on voit la Tour Eiffel, mais de loin. Donc, quelque part, c'est comme une capitale inaccessible quand on habite en banlieue. C'est tout un programme pour aller à Paris, parce qu'il faut prendre le RER, après le métro, etc. Est-ce que dans ta jeunesse ado, est-ce que c'est ce que tu as ressenti qu'on voit à travers le film? Ouais, c'est vrai que c'est la première fois qu'on me pose la question, mais c'est quand même le sentiment peut-être qui est à l'origine de l'écriture de ce film, même de l'appeler Grand Paris, alors que le film se passe absolument pas à Paris. Effectivement, j'ai passé toute ma jeunesse, toute mon adolescence dans une ville très proche de Paris,
accessible à 12 minutes en train ou en RER, et j'y suis jamais allé. Et aujourd'hui, je travaille avec des jeunes du 91 là dans l'Essonne dans une association, et la plupart des jeunes avec qui je travaille, ils sont jamais allés à Paris, mais jamais, genre à aucun moment voir la Tour Eiffel ou quoi, alors qu'ils habitent à un quart d'heure de Paris. Un quart d'heure? Ouais. Ils sont où? Bah de Juvisite. Ah oui. Ouais, Ok, de d'accord. Juvisite et 20 minutes de. Enfin non, t'as un quart d'heure de BNF. Parce que moi j'étais en Essonne, donc et moi c'était Paris, c'était au moins 2 heures. Et il fallait pas louper le quart. C'était un système de quart pour aller jusqu'à. Ah ouais non, Juvisy c'est un oui, hub. Je sais, Ouais. très bien. C'est une gare qui enfin c'est la jonction du RERC du RERD. Mais j'avais vraiment cette impression là que déjà à l'époque, je parle comme un ancien, mais à l'époque le Fast Navigo, il y avait pas toutes les zones. Moi j'avais zone 4-5 et Paris c'était la zone 1. Donc déjà je pouvais pas y aller avec mon Pass Navigo. Il aurait fallu payer hyper cher et quand t'es au lycée t'as pas de thune quoi. Et déjà ça c'était fini. Enfin c'est mort. Ça veut dire que moi quand je voulais traîner, sortir un peu, j'allais à Torcy, j'allais à Lagny, un truc qui était dans la zone 4 ou la zone 5 aujourd'hui, c'est zone 1 à 5. Forcément, ils sont tout indexés sur le prix maximal de toutes les zones. C'est-à-dire que même quelqu'un qui habite dans le quartier latin et qui bosse dans le 4e, eh ben il doit payer zone 1 à 5. Ça c'est les idées de Valérie. Et pourquoi je parlais de ça? Non, j'avais vraiment l'impression que de toute façon, même si j'y allais, j'avais rien à y faire et c'était pas mon monde. Et je me souviens la première fois où je suis allé à Paris, j'avais l'impression d'être comme un poisson hors de l'eau et je me sentais physiquement mal à l'aise. Ça m'étouffait cette ville énorme, cette capitale, les métros, les voitures, je comprenais rien. Je me sentais comme un Indien dans la ville, mais sans déconner quoi. Alors pourtant j'habite à 10 minutes de la ville, de Paris. Et aussi la question de l'argent, parce que Paris c'est marrant quand t'es riche, mais quand t'as pas de thune tu peux rien faire, même te payer un café, un iced tea, un truc. Et maintenant je me rends compte que c'est possible de trouver des petites combines, des trucs machin. Mais quand j'étais petit, je connaissais c'était trop énorme, c'était trop exactement une citadelle inaccessible. Et j'ai essayé de la filmer comme ça. Oui, exactement. Je crois que c'est un peu comme si c'était deux planètes différentes. Ouais. Et à tel point que tu filmes très bien la banlieue. Bon, on l'a vu aussi avec le Ville éternelle. Ouais. Vous l'avez fait Avec Garance. Pardon. Et donc c'est vraiment ce que j'ai ressenti la deuxième fois en voyant ce film. C'est deux planètes différentes et on voit l'autre planète à travers les vitres d'un RER ou quoi. La Tour Eiffel est très loin et on la voit très peu et on sent que c'est Paris, mais c'est comme s'il y avait une barrière, quoi. Oui, le film dit quand même que c'est plus facile d'aller dans l'espace qu'au Louvre, au final. Ah ouais, c'est vrai, c'est la morale de l'histoire, ouais. C'est plus facile d'aller au fin fond de l'espace que d'aller. C'est fermé le mardi, le Louvre, c'est ça, hein? Oui. Ouais. C'était une proposition de tagline pour l'affiche parce que Sébastien nous a fait plein de propositions. Bah, dont celle-là, d'ailleurs. Dont celle-là, ouais. Ça, c'est vrai. Qui a un petit côté retour vers le futur, quand même. Ah ouais, non, alors, non, la phrase au-dessus. Le Grand Paris. Non, Grand Paris, Grand Paris, c'est retour vers le futur. Ouais, c'est assumé, hein. Ça... ça c'est, il allait pas mentir là-dessus. Mais par contre, pour ce qui est de la Tour Eiffel, je crois que ça coûte très cher Oui, non, c'est quand de elle la est filmer, éclairée. donc il faut faire attention parce que là, JHR Film va... Non, c'est les éclairages de la Tour Eiffel qui ont un droit d'auteur. Mais juste la Tour Eiffel toute seule, ça va. Ah, ça va, comme c'est quand elle fait son espèce de truc de boîte de nuit, là. Ouais. Effectivement, c'est vrai. J'ai eu plusieurs discussions avec des réalisateurs, réalisatrices qui avaient filmé et qui avaient eu beaucoup de difficultés avec... Il y a un consortium, hein, et là, faut payer des droits, c'est terrible. Nous, on s'est pas trop embêté avec les droits globalement parce qu'on avait très peu d'autorisation de tournage, même pour les transports en commun. Mais alors d'ailleurs, c'est ça qui est aussi un aspect intéressant du film, c'est que donc il a été, on le voit, tourné pendant le Covid. Et comme il se passe essentiellement, enfin beaucoup dans les transports en commun, ça a dû être une difficulté quand même un peu de tournage, non? Ah bah ouais, carrément, c'était un peu... déjà, c'est pas facile de tourner dans ce transport en commun parce qu'il y a plein de monde, il y a plein de bruit, il y a des agents qui te sautent dessus, des flics, et pendant le Covid, encore plus, quoi. Tout le monde est un peu parano, on doit porter le masque forcément. Donc nous, on retire notre masque pour tourner la scène, tout le monde nous regarde comme des dingues, les gens t'interrompent pendant que tu fais ta scène. Enfin, c'est sûr que c'est pas des conditions de tournage optimales pour être bien et faire les bonnes répliques, bien jouer, parce que t'es là, il y a des mecs qui te regardent. Quand on tourne la scène dans l'erreur, au début, où on m'explique le plan, il y a un mec assis à côté de moi qui me regarde, qui est sur son tel et tout. Enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est assez perturbant et effectivement, de toute façon, tourner en conditions réelles, ça met une pression supplémentaire.
Et moi qui suis pas du tout comédien, j'avais honte de me dire que je faisais l'acteur devant la caméra et devant des gens, parfois dans des endroits où je connaissais des gens, tu sais, ils passent, mais pour qui il se prend, tu vois. Tu sais, ils me connaissent dans la vie tous les jours, d'un coup je suis en train de faire mon beau avec ma teinture et tout ça. Et non, aussi, il y avait moi j'avais toujours peur que d'un coup on se fasse prendre la caméra, la carte SD, qu'on perde toute une journée de rush. Le niveau de l'échelle économique sur laquelle on était, nous permettait pas du tout de sacrifier une journée. On n'aurait pas pu finir le film si, parce qu'il y avait cette menace-là que peut-être si la RATP arrive et ils nous demandent d'effacer nos rushs et tout ce qu'on a filmé par la poubelle et forcément quand tu joues, quand t'as en tête qu'il faut encore finir cette séquence et encore penser à celle de demain et encore, ça met beaucoup de stress. Forcément, tu vois, genre, t'as envie d'aller au bout de ton film, tu sais que t'as pas beaucoup d'argent et que t'as pas le droit à l'erreur, donc t'as une pression supplémentaire que si t'as un budget immense et que t'es en studio, que tu contrôles tout, et que ce qui peut s'arriver de pire, c'est que tu t'engueules avec une des actrices, enfin, tu vois, c'était pas du tout le délire, là. Et du coup, effectivement, en plus, nous, on a un peu cumulé toutes les galères possibles parce que il y a eu le reconfinement pendant le tournage, il y a eu le couvre-feu. Au moment où on est passé du tournage de jour au tournage de nuit, on a inventé le couvre-feu. On a appris à la télé, on mangeait pour faire notre... Maintenant, je sais plus à quelle heure c'était, 21h30, comme ça, tu dois rentrer chez toi. Mais nous, on commençait à 21h30, quoi. Et nos dérogations, elles étaient hyper bancales. C'était là, on tourne un court-métrage, mais c'est peut-être un long-métrage, aucun acteur connu. Quand on tournait juste Mamadou et moi, on aurait vraiment dit de touristes qui se baladent. Enfin, bon, après, ça nous a aussi aidé parce qu'il y avait personne, du coup, dehors. Il y avait personne dehors. Et un autre truc qui nous a aidé, c'est que normalement, quand il y a un peu de figurants, ou de gens, par exemple, dans une gare, qui passent, si tu les filmes, tu dois leur demander, l'autorisation de droit à l'image, tu dois les faire signer un papier. Mais vu que tout le monde portait le masque, la question se posait jamais parce qu'ils étaient pas du tout reconnaissables. Donc nous, on faisait signer aucune autorisation. On avait des figurants gratuits qui pouvaient absolument pas porter plainte contre nous parce qu'on les reconnaissait pas. Donc ça, c'était, bon, je mets en avant les rares points. Les petites ficelles, là, bah non, je mets en avant, il y avait de tournage fauché, hein. Mais moi, j'aime bien parce que, enfin, ça donne une espèce d'énergie, ça donne une fraîcheur que j'aurais peut-être eu plus de mal à inventer si j'avais eu beaucoup plus de temps, de moyens, de confort. Alors moi, j'en ai beaucoup souffert pendant que j'ai tourné le film, au niveau parce qu'on aurait pu faire mieux, plus de prises, plus prendre notre temps, sûrement, hein, mais puis moi, j'aurais été moins stressé, j'aurais mieux dormi dans ma vie personnelle, quoi. Mais finalement, je pense que le film, il en sort plutôt grandi de cette contrainte énorme. Et je pense qu'il en profite beaucoup et que ça lui donne beaucoup de son identité, de son originalité. Tout à fait. Ouais. Tu parles de fraîcheur. Alors, j'avais quand même ouvert la soirée en disant ça, que ça m'avait rafraîchi quand j'étais au Festival de Cannes. Mais effectivement, il y a cette fraîcheur-là et c'est à la fois un film comique, on l'a dit, burlesque, un film d'aventure, un film de science-fiction qui est lié à des lieux un peu énigmatiques. Mais pour le coup, ça lui donne aussi un aspect documentaire, je trouve, et aussi un aspect ethnographique, finalement, sur cette banlieue qu'on connaît mal, qu'on découvre, qui est très précieux en fait. Ça devient un objet, voilà, de témoignage finalement de ce qu'est le Grand Paris ou la Grande Couronne. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment pour ça un très très beau film, un truc. Non mais voilà, un témoignage important en fait. Merci, mais c'est vrai que ça peut, enfin, encore une fois, c'est le grand écart entre le film de genre. On parlait de Carpenter en mangeant tout à l'heure. J'adore John Carpenter et ses films de science-fiction, ses films d'action, ses films de genre. Donc il y a un peu cette référence-là. Puis de l'autre, l'idée de photographier comment on parle en 2020, quelles sont les spécificités de notre argot. On porte le masque, comment on est habillé, quel est le nom de la ville, avant qu'elle soit engloutie par le Grand Paris, avant que le Grand Paris Express remplace nos galères de RER. L'idée vraiment de photographier en 2020 ce que c'est que la Grande Couronne, et en même temps de faire un pur film de genre. Et ça, c'est vraiment des extrêmes qui avaient rien à faire ensemble. Ouais, mais ça fonctionne très bien pour le coup. Alors, ouais. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir dans la salle? Il est tard. Oui. Non, mais 2 secondes. Il y avait un film dans le Trou des Halles qui s'était tourné aussi. Un film dans le Trou des Halles, c'est pendant les travaux de Châtelet-Léal, un western. Oui, bonsoir. Je tenais tout d'abord à vous remercier parce qu'après le visionnage du film, j'ai ressenti un grand sentiment de liberté, en fait, vraiment d'instantanéité. Je me disais, je sais pas ce qui va leur arriver à ces deux-là, peu importe où ils vont aller, mais je m'en fous, j'ai envie de traverser l'écran puis d'aller traîner avec eux, quoi. Et ça fait vraiment plaisir. Et
je me suis demandé à quel point les dialogues justement étaient écrits ou quelle était la part d'improvisation justement, tellement ça m'a semblé libre en fait tout ça. J'avais une seconde question aussi sur les choix esthétiques. On voit parfois des ambiances avec des couleurs très marquées je voulais savoir quelle était votre réflexion en fait avec ces choix esthétiques là de couleurs justement, qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers ça. Merci. Merci beaucoup déjà, je suis content que ça fait ce sentiment-là, enfin provoqué. Et pour les dialogues, c'est vrai que moi j'aime bien emmener la comédie vers quelque chose d'assez loufoque, d'assez parfois même absurde ou quoi. Enfin quoi que je suis toujours j'ai peur du concept d'absurde parce que j'ai l'impression que parfois c'est un peu gratos comme humour, sans citer personne. Et non, j'aimais bien l'idée que un dialogue très naturaliste avec une façon de parler la plus spontanée possible puisse partir dans des dimensions inattendues. Alors les dialogues sont très écrits. Moi je crois que c'est ce que je préfère, écrire les dialogues. Il y a vraiment un plaisir de l'écriture du dialogue et des répliques et des punchlines, des phrases un peu qui claquent, qui sonnent bien, qu'on retient. Et en même temps, je suis pas du tout pointilleux sur la façon dont ces répliques-là vont être pas récitées, justement incarnées. Je veux pas que ce soit récité. Et moi-même, qui joue dans le film, je connais pas bien mon texte. Je sais le dialogue, l'idée, l'enchaînement des répliques, mais je connais pas la virgule près, le choix des mots, ça change à chaque prise. Parce que je veux que ce soit toujours spontané sur le moment. Je veux pas qu'on tombe dans un truc robotique de récitation. Et c'est pareil pour tout le monde. Même toi, Sébastien, alors, c'était particulier, t'avais beaucoup de textes à apprendre en très peu de temps, surtout quand il fait son délire un peu complotiste, là. Et en fait, on est pas du tout regardant, tu changes. S'il y a un truc tu le sens quand tu l'écoutes, c'est comme une mélodie quand il dit la réplique, s'il y a un mot qui trébuche un peu, tu le vires, tu remplaces, tu fais autre chose, tu pars dans un truc, pas du tout regardant là-dessus. Donc c'est vraiment un mélange d'écriture lunaire et d'instantanéité dans l'incarnation. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi Mamadou et moi, qui sommes deux amateurs, enfin qui sommes pas des comédiens professionnels et qui avons pas de formation de théâtre, et donc on joue un peu comme on est, quoi. On est très très naturel dans notre façon. Et tu parlais de Ville éternelle, le film qu'on a fait, un court-métrage qu'on a fait avec Garance, et c'est pareil, genre moi je joue dedans, mais je joue pas vraiment, je suis là, je dis mon truc, je suis hyper naturel, et c'est ça que moi j'aime bien. Et j'aime bien ça chez Sébastien, j'aime bien ça chez Anaïd, j'aime bien tous les comédiens que j'ai choisis, c'était aussi pour cet aspect-là. Les couleurs, mon idée c'était, et j'avais déjà un peu fait dans mes courts-métrages, c'est de filmer la banlieue parisienne comme si c'était un dessin animé. Alors c'est rare, enfin c'est un peu vague de dire ça, un dessin animé. Il y a plein de dessins animés différents, mais on parle souvent du château de Cagliostro, Seb et moi, parce qu'on l'aime beaucoup ce film tous les deux, qui est le premier film de Miyazaki, ça le premier? C'est le premier long métrage. Premier long métrage de Miyazaki. Et l'idée que, je m'imaginais comment Miyazaki aurait dessiné, colorisé la banlieue parisienne, et j'essaie de prendre ça comme boussole. Sans me comparer à Miyazaki, bien sûr, qui est un génie absolu. Mais l'idée de transformer, de réenchanter des paysages qui d'habitude sont soit pas montrés, soit montrés de façon extrêmement négative. Et ça passe, et je m'en suis rendu compte, surtout sur ce film, parce qu'encore une fois, vu que j'ai pas eu de formation, j'apprends beaucoup en faisant, mais je pense d'ailleurs que c'est le cas de tout le monde, mais encore plus de moi peut-être, vu que à la base je connaissais rien. Je me suis rendu compte avec ce film à quel point la couleur, c'est un outil qui est fondamental et qui permet de créer tout de suite un univers. Et j'aime bien parfois, on me dit, quand on voit un film à toi en 2 plans, on sait que c'est toi qui l'as fait. Parce que c'est une façon de traiter l'image, de traiter la couleur, de composer un cadre, de composer un plan, et je suis hyper attentif à ça. Et encore une fois, c'est ce jeu de grand écart entre des personnages qui peuvent sembler assez naturalistes, des décors, des costumes, des conversations, des sujets, mais qui sont stylisés dans des décors vraiment banals, banlieue pavillonnaire, Chelles, une ville, tout le monde s'en fout, personne ne la connaît ou vaguement. Et d'un coup, t'en fais un objet mythologique, un territoire de dessin animé, quoi. Et ça se répercute à tous les niveaux, aussi dans les costumes des personnages. On est toujours habillés pareil, comme les personnages d'un dessin animé qui se changent jamais. On a des accessoires qui nous donnent des petites touches un peu absurdes. En même temps, j'ai le dernier survêt du PSG qui vient de sortir. Enfin, c'est vraiment un jeu comme ça. Pour faire simple, pour faire court, on a beaucoup travaillé sur une charte graphique. On avait 4 couleurs de référence qu'on essayait de placer dans chaque plan. Et elles étaient issues beaucoup de Spring Breakers et d'un film de Davy Chou qui s'appelle Diamond Island. Et du château de Cagliostro. Voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé à l'image. Donc ça se passe à l'étalonnage. Au moment où on choisit la colorimétrie, on essaye d'harmoniser tout ça, mais surtout en préparation. Ça veut dire que quand on arrive sur un décor, s'il y a des couleurs ennemies des nôtres, du marron, du bordeaux, on change de décor. Et ça m'est arrivé devant Saint-Rémy les Chevreuses. On voulait tourner la scène. Là, je dis, non, mais c'est pas du tout dans la charte graphique. Faut qu'on trouve un autre décor.
Alors quand tu dis ça à l'assistante de la réalisation, ah bah non, on tourne pas là, fait quoi, mais on est en retard, comment on va faire? Bah il faut qu'on trouve un décor. Tout le monde prend sa caisse, on part dans tous les sens, trouve un décor qui soit rose ou bleu ou blanc ou jaune ou rouge. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà, j'ai répondu à la question, je crois, là. Bah, pas mal, oui. Des fois, je me dis que je réponds pas à la question, mais là, j'ai l'impression que j'ai répondu à la question. Mais Sébastien, toi, par rapport aux dialogues qui sont effectivement écrits, mais alors très incisifs, comment tu les as abordés et puis éventuellement transformés On en avait beaucoup parlé de ce pour que ça rôle-là. devienne un peu plus toi, quoi, que tu personnalises ton... On en avait beaucoup parlé en amont déjà avec Martin quand je devais pas faire le projet mais juste lui donner le numéro de Ramzi Bedia. Donc je connaissais déjà un peu la tournure de phrase et l'idée du Je l'ai personnage. réécrit quand on a décidé que c'était toi. Il a réécrit quand j'ai réécrit tous les dialogues parce que j'avais écrit en me projetant pour quelqu'un, j'ai écrit d'une façon, tu sais, avec des tics de langage, des façons de syntaxe, et quand j'ai su que c'était Seb, Seb je le connais bien. Donc là je repasse tout au moulinet de la personnalité et de la diction de Seb. Oui, et puis après on apprend en sortant, on fait des lectures et ça c'était pas trop. Puis je connaissais déjà un peu l'univers de Martin. J'avais déjà vu ses films avant et puis on avait déjà tourné ensemble. Donc non, j'ai pas eu de technique particulière vis-à-vis de ça. Non, je voyais à peu près où on voulait amener la chose. Après, ça dépend beaucoup de chaque comédien parce que lui, par exemple, tu lui donnes n'importe quoi, il sera juste et il sera bon dans son truc. Moi, si c'est pas bien écrit, je suis complètement à la ramasse. Et c'est pour ça que je joue pas dans d'autres films que les miens. Tu vois, t'es pas comédien, peut-être. Pas comédien, non. Et lui, il s'adapte beaucoup. Enfin, moi, c'est le ressenti que j'ai sur toi, tu vois. Genre, t'as aussi une expertise qui est différente. Tu récupères un texte, tu l'apprends plus vite. Oui, mais tu comprends plus vite aussi. Oui, mais c'est parce que c'est mon métier de travailler les textes. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que je me concentre toujours d'abord sur le sens plus que sur les mots. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend un texte, c'est quand on sait exactement ce qu'il veut dire. Donc à partir du moment où tu as fait tout un travail d'analogie, de compréhension, même de remise en bouche avec tes propres mots, imiter le réalisateur, c'est plus très difficile à faire derrière. Quand je dis imiter le réalisateur, c'est que souvent quand tu sais pas quoi faire sur un tournage et que tu es complètement largué, tu regardes la manière dont le réalisateur a de se mouvoir, d'être, etc., ou la réalisatrice, et ça peut être un indice sur un point de jonction entre toi et le projet de film. C'est une légende, je sais pas si c'est tout à fait vrai. Mais je l'apprends. C'est une légende mais j'ai jamais essayé de t'imiter pour le coup. Je crois qu'il y avait une intervention. Le personnage est juste fou. Il y avait une autre question. Dans ce que tu dis, Martin, tu as l'air de dire que tu as un parcours assez atypique en tant que réalisateur. Du coup, c'est quoi ton parcours ? Je pense que beaucoup de cinéastes ont un parcours atypique, mais je disais pas ça pour faire particulièrement intéressant, mais c'est vrai que j'ai essayé de faire des écoles de cinéma que ça l'a pas fait, quoi, parce que j'ai pas été accepté. Souvent c'est des concours qui sont durs et longs et très sélectifs, et j'ai passé plusieurs grandes écoles qu'on m'avait conseillé dès le lycée, quoi. Même à un moment où j'avais pas particulièrement envie de faire du cinéma, mais je savais déjà que la FEMIS existait, des choses comme ça. Et plus tard, donc quand j'ai eu 20 ans, je les ai tentés, je les ai pas eu. Et j'ai pas eu la fac non plus, voilà. J'étais dégoûté, j'étais super frustré. Et moi, j'ai commencé à travailler au cinéma de Chelles comme caissier, ma ville, quand j'ai eu 18 ans. Et donc je travaillais là-bas et j'essayais de faire des études parce que à la base, moi, j'aimais plutôt bien l'école, mais je trouvais pas du tout ma voie. Donc j'ai fait 3 licences différentes. J'ai fait une licence d'histoire, après j'ai fait une licence de cinéma, et après j'ai fait une licence de lettres. Après j'ai arrêté, après j'ai fait un M1 de cinéma, après j'ai arrêté, après j'ai fait un M1 de lettres, après j'ai arrêté, après j'ai fait un M2 de lettres et je l'ai pas eu. Et voilà. Et après je suis là maintenant. Et non, j'ai rien fait d'autre vraiment. Juste je faisais des courts-métrages. Enfin je regardais des films tout le temps et j'écrivais tout le temps et je rencontrais des gens avec qui on développait des projets, avec qui on essayait des choses, et c'était ma passion, plus que ma passion. Je voulais me professionnaliser là-dedans, même si j'arrivais pas du tout à rentrer dans une école dans la moindre formation. Je lâchais pas le truc, je sais pas. Et plus j'avais des échecs, plus ça me donnait le courage de retenter et de dire mais non, mais en fait j'ai pas besoin d'entrer dans une école pour faire un film, quoi. C'est un peu comme ça que je l'ai pris. Oui, parce que tu as fait quand même beaucoup de courts-métrages. Ouais, j'en ai fait 4. J'en ai fait 4. Oui. J'en ai fait, mais en très peu de temps, en fait. Et même Grand Paris est issu d'une certaine manière d'un court-métrage. Ouais. J'ai fait en fait, dans l'ordre, j'ai fait Moseb, Les Vacances à Chelles, Le Son de la Veine, Grand Paris Express, Grand Paris, et ensuite on a fait Ville Éternelle avec Garance. Donc on a fait et ça entre 2017 et l'année dernière, ouais. Donc on a beaucoup... Mais il y a eu un trou, en fait, j'ai tourné Moseb et Les Vacances à Chelles en 2017, et Grand Paris Express et Le Sein de la Veine en 2020. Il y a eu un trou de 3 ans où je foutais rien, j'étais un peu déprimé, je fumais beaucoup, et après j'ai repris.
Et par rapport à la question, c'est quelle leçon tu en tires en fait de ton parcours, c'est-à-dire pour arriver jusqu'ici, parce que peut-être il y avait C'était ça ta question? en Non, sous-jacent, sur le parcours. c'est comment on arrive à faire du cinéma malgré tout. Tu veux faire du cinéma? T'es en quoi là? En quoi? Quelle classe? En terminale, ouais. Ok. Moi, en terminale, je pensais pas du tout à faire du cinéma, mais je commençais vraiment à m'y intéresser, à regarder plein de films. Alors moi, j'ai fait une hippocagne, tu sais, une prépa littéraire, option cinéma. Et pendant 2 ans, j'ai fait que des dissertes, regarder tout Pasolini, des trucs un peu rédhibitoires, un peu durs, quoi, un peu relou. Et à la fin, j'en avais tellement marre de bachoter, de réviser, et on était plusieurs dans ma promo à ressentir ça. On s'est dit, ok, on prend une caméra et maintenant on fait un film, on essaye les trucs nous-mêmes. Après en avoir tant appris, après avoir tant disserté, tu sais, de façon théorique. Maintenant, on va dans la vraie vie et on essaie les choses. Et ça naissait déjà de la frustration, tu vois, à ce moment-là, de pas pouvoir pratiquer. Et moi, je pense que aujourd'hui, les moyens techniques sont très accessibles. Et je pense que ce qui compte le plus, c'est d'avoir des choses à raconter et une façon de le raconter, pas forcément un style tout de suite, mais un univers, enfin quelque chose comme ça. Il faut le développer. Moi, mes tout premiers courts-métrages, ils sont vraiment pas bien. J'en parle même pas ce soir, hein, je les ai pas nommés, hein, mais j'ai fait des choses avant que j'ai renié, enfin, tu sais, que je voudrais jamais qu'on les voit, j'aurais trop honte, et je pense que c'est normal, et je pense que ça fait partie du processus que d'apprendre en se foirant un peu, en voyant ce qui marche mieux, et de progresser comme ça, et je pense qu'aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus accessible qu'avant. Enfin, quand tu vois des mecs comme Werner Herzog qui bossaient pendant 1 an à l'usine pour se payer de la pellicule, on n'en est pas du tout là. En vrai, aujourd'hui, tu prends ton smartphone, tu tournes un truc, si tu te débrouilles un peu bien, tu peux déjà prouver que t'as une façon de faire du cinéma, que tu peux déjà montrer que t'es une cinéaste en devenir, quoi. Et sur mon premier court-métrage, Les Vacances à Chelles, on avait un appareil photo, mais tellement ringard, quoi. On avait un GH2. Aujourd'hui, on a un GH5S. On avait un truc, c'était une antiquité. Et pourtant, ça m'a permis de me rencontrer mon producteur. Ce film-là que j'avais fait en un week-end avec mes amis dans le pavillon de mes parents. Donc, je pense que quel que soit ton parcours, aujourd'hui, il y a bien sûr, faire une grande école de cinéma, c'est intéressant. Tu rencontres plein de gens qui sont... Et en même temps, moi... Je suis très très content de pas en avoir fait et d'avoir cette espèce de fraîcheur. J'ai comme un pas de côté qui me permet d'avoir un autre regard sur les choses, d'avoir une approche complètement différente. Et je pense que c'est très bien aussi. En tout cas, ce qu'il faut, c'est... Il y a plein de moments où tu doutes de toi, où tu as l'impression que c'est mort et que ça marche pas. Et ça arrive tout le temps. Et ça m'arrive encore maintenant souvent. Et ça m'arrivait déjà quand j'étais plus jeune, j'avais fait des courts-métrages, j'avais galéré à les terminer, puis aucun festival, rien, aucune diffusion. Tu te dis, mais peut-être j'ai aucun talent. Et le fait de pas avoir lâché à ce moment-là, même si vraiment tous les indicateurs étaient négatifs, à un moment donné... ça s'est un peu amélioré et ainsi de suite et vraiment de pas s'arrêter aux premières difficultés parce qu'il y en a beaucoup et il y en a souvent, donc c'est un peu dur quand même en vrai comme vie. mais moi je suis plutôt content quand même de pas avoir lâché trop vite. Mais en tout cas c'est sûr que pendant des années j'avais vraiment l'impression d'être un loser, hein. Genre j'avais pas envie d'aller aux réunions de famille parce que tu sais t'es là, je fais des courts-métrages, je recommence une licence, tu sais, tu te sens merdique quoi un peu. Mais maintenant, moins. Oui. Merci. Déjà, bravo, hein, parce que moi, j'ai bien ri, j'ai été très touchée. Je trouve que les personnages sont des poèmes. Ouais. Chaque personnage est un poème dans son univers, et c'est vraiment très, très agréable de les rencontrer, de les fréquenter, tous les 4. Enfin, voilà. Donc après la question sur le parcours, moi il y a une question qui me taraude. Après c'est quoi? Ah ouais. Franchement j'ai du mal à voir parce que là déjà juste la sortie du film dans 2 semaines c'est tellement un monde inconnu pour moi. Mais c'est vrai que j'écris depuis quelque temps un autre film que j'aimerais bien tourner dans l'idéal bientôt. Genre c'est peut-être pas cette année quand même, faut pas exagérer, mais dans un avenir proche, peut-être en 2024 Et ouais, j'écris un autre film qui se passe aussi en banlieue parisienne et qui est plus une comédie romantique. Donc, mais c'est vrai que j'ai très envie de faire d'autres films. Ça m'a plu et j'ai envie de jouer aussi dans mes films ou dans d'autres aussi. Si d'autres gens veulent que je joue dans leurs films, j'aimerais beaucoup. Et ouais, j'ai plein d'histoires, plein d'idées, plein de choses qui me font marrer, qui m'enthousiasment, qui m'excitent et tout ça, que j'ai envie de raconter. Alors j'aimerais bien faire d'autres films. Après le truc c'est t'as vu ça coûte cher, hein. Donc va falloir que. Mais normalement vu que j'ai fait ce film avec vraiment pas beaucoup d'argent, normalement les gens ils vont se dire
Et si on donnait un peu d'argent, peut-être qu'il va réussir à faire un truc qui tient la route. J'espère. Je sais pas, je suis pas financier, mais mon producteur, il a l'air de dire que normalement, je pourrais faire un autre film. J'espère. Mais c'est la précarité. Ouais, en tous les cas, en termes d'histoire, en termes d'univers, est-ce qu'il y a l'envie de creuser ces personnages-là ce personnage, ou cette histoire, cet univers, ce grand Paris, où est-ce qu'il y a des envies d'évasion Non, les histoires que j'ai en tête, elles se passent tous dans le Grand Paris. D'accord. Alors, les films s'appellent pas tous Grand Paris, sinon ça serait compliqué. Oui. Mais c'est vrai que toutes les histoires que j'ai en tête, elles se passent en Île-de-France. En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que c'est un film, un genre. Tu vois, il y a un film qui serait un peu comme une sorte de Tarantino de Seine-et-Marne, un autre qui serait un vrai pur film de science-fiction, une enquête policière. Le film que je vais faire là, c'est une comédie romantique plutôt. Enfin, tu vois, de travailler le genre, mais toujours sur ce territoire-là. Comme de réinventer le territoire via une forme de cinéma qui me plaît. Parce que moi, j'aime plein de genres de cinéma différents. J'ai des goûts qui vont dans tous les sens un peu. J'adore les cinémas. Bon, hâte de voir la suite. Ouais, en tout cas, donc on peut voir les autres courts-métrages donc sur MK2 Curiosity, ouais, dans 10 jours, je crois, un truc comme ça. C'est au moment de la sortie, à peu près. C'est ainsi que se termine cette rencontre. Retrouvez le film en salle depuis le 29 mars 2023 et retrouvez-nous sur les réseaux Facebook et Instagram ou bien directement en salle pour une prochaine rencontre de luxe.